Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Catherine Kamowski, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues, avant de vous présenter les résultats de nos travaux, je souhaiterais remercier nos collègues ultramarins qui, sur tous les bancs de cette Assemblée, m'ont éclairé sur les conditions et les conséquences du statut particulier tant de la Polynésie française que de la Nouvelle-Calédonie. Madame Sage, Monsieur Brotherson, Messieurs Gomez et Desnoyers, tout en particulier. Je vais tâcher de me montrer brève et d'aller directement à l'essentiel. Ce projet, ainsi qu'il l'a été déjà dit, ratifie une ordonnance. Ce n'est pas aussi banal qu'on pourrait le penser, car c'est une ordonnance au titre de l'article 74-1 de la Constitution, et le Parlement n'en examinera pas beaucoup au cours de cette législature, car c'est un instrument juridique qui, en termes de temps, présente un petit avantage et un gros inconvénient. L'inconvénient, c'est que l'ordonnance devient caduque 18 mois après sa publication, si elle n'a pas été ratifiée. La procédure s'achève donc dans une forme de course contre la montre. C'est précisément cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, puisque l'ordonnance en question, qui porte sur le droit de la concurrence en Polynésie française, a été prise le 9 février 2017. Les plus agiles parmi vous en mathématiques en auront déduit que la ratification doit être promulguée avant le 10 août prochain, au risque de tout perdre. C'est évidemment une option qui ne peut être envisagée. Je coupe donc court à tout suspense éventuel en recommandant instamment un vote positif après son adoption à l'unanimité par la Commission des lois. L'ordonnance dont il est question porte sur le droit de la concurrence, ou plutôt sur une partie du droit de la concurrence en Polynésie française. En effet, le statut organique de ce territoire lui donne compétence pour régir cette matière de façon autonome. Les autorités polynésiennes s'en sont saisies, puisqu'une loi du pays du 25 février 2015 a créé un code local de la concurrence et institué une autorité polynésienne de la concurrence, dite APC, afin de le faire respecter. Je précise tout de suite, pour prévenir d'éventuelles polémiques, que ce code local de la concurrence fait actuellement l'objet d'une réforme. L'un des objectifs poursuivis consiste à retirer certains pouvoirs très forts qui avaient été attribués à l'APC, notamment l'injonction structurelle qui permet d'imposer la vente d'une partie de ses installations ou de ses droits à un acteur en position dominante sur le marché. Le Sénat a été assez surpris par cette initiative. Pour ma part, je me bornerai à une position de principe. On décentralise ou on ne décentralise pas. À partir du moment où la France a fait le choix de faire confiance à ses territoires, ici ultramarins, ce n'est pas pour que des institutions au niveau central viennent remettre en cause les appréciations portées au niveau local. Les Polynésiens décident pour eux, ce qu'ils décident est bien décidé et n'a pas à intervenir dans la discussion d'aujourd'hui. J'en reviens à notre projet de loi. Vous pouvez vous demander pourquoi une ordonnance prise par l'État si la Polynésie est compétente. Eh bien, c'est que l'enquête et la répression des infractions au droit de la concurrence, puisqu'elles concernent les libertés publiques et le droit pénal, sont pour leur part demeurées une compétence de l'État. Nous venons donc en complément de ce qu'a fait la loi du pays pour permettre à l'APC de disposer de facultés comparables à celles de l'autorité de la concurrence nationale. Sur ce projet de loi, nous sommes la seconde Assemblée saisie. Avant nous, le Sénat a évidemment approuvé le principe d'une ratification, mais il a ajouté au texte 2 articles additionnels. Le premier ajout, l'article 2, découle d'une réaction, je dirais, de mauvaise humeur, assez compréhensible, je la comprends personnellement tout à fait. Pour s'appliquer correctement, la procédure contentieuse prévue par l'ordonnance renvoie à un décret. Celui-ci, depuis la publication de l'ordonnance, n'a toujours pas été pris par le gouvernement. Le Sénat s'en est inquiété. Il a constaté que certaines dispositions manquantes, comme les délais de recours ou la compétence juridictionnelle de la Cour d'appel de Paris, figuraient déjà dans la loi pour ce qui concerne la procédure très voisine applicable en Nouvelle-Calédonie. Les sénateurs ont donc décidé d'eux-mêmes d'inclure dans la loi, sans attendre le règlement, les dispositions applicables pour la Polynésie. Le gouvernement en a pris acte et nous n'avons apporté à l'article 2 que des modifications rédactionnelles. Le second ajout, l'article 3, fait suite à une recommandation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Vous le savez très bien, nous le savons tous ici, cette autorité surveille les déclarations d'intérêt et de situation patrimoniale des élus et des politiques.
comme nous le savons bien, certes, mais aussi celle des membres et des agents les plus haut placés des autorités administratives indépendantes. La raison est évidente, quand on régule un secteur, on doit être transparent sur ses liens éventuels avec les acteurs de ce secteur. Or, si l'autorité nationale de la concurrence figure bien dans le périmètre de surveillance de la haute autorité, les autorités calédoniennes et polynésiennes ont été oubliées. Le Sénat a voulu rectifier cette erreur en soumettant au contrôle de la HATVP les membres du collège de ces autorités, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints. Je précise que les présidents de ces deux autorités se sont montrés très favorables à cette initiative. Seul problème, il n'existe pas de directeur général, ni de secrétaire général d'ailleurs, mais un rapporteur général nanti de pouvoirs très appréciables, comme la possibilité de lever ou de maintenir le secret des affaires dans les affaires qu'il instruit. Ne pas le mentionner était problématique, puisque la violation des obligations auprès de la HATVP est pénalement sanctionnée. Or, le droit pénal s'interprète strictement. La commission des lois a donc ajouté cette référence, je pense bienvenue et nécessaire, aux rapporteurs généraux. Enfin, la commission des lois a aussi adopté un amendement à l'initiative conjointe des députés calédoniens et de votre rapporteur pour que ce projet de loi répare une imperfection. Depuis 2009, le législateur n'a pas étendu à la Nouvelle-Calédonie les nouvelles techniques d'enquête de concurrence dont bénéficient l'autorité nationale et l'autorité polynésienne. Il s'agit notamment de prendre en compte les évolutions technologiques en matière d'enquête sur Internet ou encore d'autoriser le recours à une identité d'emprunt lors d'une enquête. C'est une demande fondée et légitime puisqu'elle rétablit une égalité de moyens d'action entre les trois autorités de la concurrence. Nous avons établi en ce faisant un parallélisme de forme déjà utilisé à l'article 3 alinéa 2 par le Sénat qui a inclus dans l'obligation de déclaration de patrimoine et d'intérêts aussi bien les autorités de Polynésie que celles de Nouvelle-Calédonie. Pour conclure, les échanges et les entretiens que j'ai menés avec l'exécutif polynésien, les présidents des autorités polynésiennes et calédoniennes et les députés ultramarins concernés me laissent penser que ce projet de loi répond maintenant parfaitement à leurs besoins. Mes chers collègues, j'ai fait au plus bref, mais avant de vous inviter à voter ce texte, je dois cependant vous délivrer une information supplémentaire. Le Sénat, par la voix de sa vice-présidente Catherine Trondley, qui était rapporteure lors de l'examen par la Chambre haute, vient de nous faire part de ses très fortes réticences à voter le texte que je vous propose aujourd'hui. Elle souhaiterait s'en tenir à sa propre rédaction. La CMP que nous tiendrons le 4 juillet nous permettra d'obtenir plus de précisions quant à la position officielle du Sénat et m'amènera donc à revenir vers vous. Je vous propose néanmoins de le conserver tel qu'il a été débattu, amendé et approuvé à l'unanimité par la commission des lois de l'Assemblée nationale qui représente tous les citoyens de notre pays. Je vous remercie. Merci Madame la